Bonjour, merci d'être avec nous. Moins de cravates que d'habitude dans le palais fédéral. Depuis ce matin, 246 femmes se sont engagées pour une session extraordinaire de 2 jours au Parlement. L'égalité sera au centre des discussions, 50 ans après l'introduction du suffrage féminin. Le groupe Facebook devient Meta. Le réseau social garde son nom, mais la maison mère fait peau neuve. Le patron affiche son ambition de créer un méta-univers, une tentative aussi de redorer et rajeunir l'image de l'entreprise. J-2 avant la COP26, la conférence de l'ONU sur le climat va occuper les dirigeants de la planète ces 2 prochaines semaines. Réunion de la dernière chance, disent certains, pour limiter les effets du changement climatique. La RTS y sera, nos confrères des médias francophones aussi. Nous ferons le point avec Christophe Schenk. Et enfin, nous parlerons de chiots. Ils ont la cote. En Suisse, 30 000 ont été importés au pays l'an dernier, mais pas toujours dans les règles. Leurs documents sont parfois falsifiés. L'enquête en fin de journal. Un Parlement fédéral 100% féminin. La session des femmes s'est ouverte ce matin à Berne. Cela fait 30 ans que ça n'était pas arrivé. Jusqu'à demain, des élus et des représentantes de la société de tous bords politiques vont débattre d'égalité. Céline Brichet et Thierry Clémence. Un jour nouveau s'est levé sur la politique ce matin. Il était à peine 8 heures et déjà 246 femmes piétinaient d'impatience. Investir le Parlement, leur Parlement, pour une session spéciale des femmes, des jeunes, des un peu moins jeunes, des politiciennes et des anonymes. Beaucoup d'attentes pour elles et surtout beaucoup d'émotions. Je me réjouis d'aller rejoindre ma place et de pouvoir commencer la session et dialoguer de ces thématiques. Et ces longs, très longs applaudissements à l'ouverture des débats pour dire l'importance, la nécessité aussi de pareils événements. J'espère d'abord qu'ici, il va pouvoir y avoir un débat de toute cette société de femmes pour qu'on puisse un peu ensemble, ou qu'elles puissent ensemble trouver des solutions à des vrais problèmes qui existent et qui sont peu étudiés par ce Parlement. Et puis, j'espère ensuite que le Parlement officiel va s'en emparer, défendre des propositions et surtout les adopter. Alors de quoi vont-elles principalement discuter jusqu'à demain? De la condition des femmes, leur socialisation, leur vécu aussi, améliorer par exemple la prévoyance professionnelle, consacrer 0,1% du produit intérieur brut à la protection contre les violences. Travailler entre femmes est important. J'ai vécu une première expérience de solidarité féminine très importante lors de la grève des femmes du 14 juin. Et je l'ai vécu avec frisson, avec plein d'espoir, de courage, de sentir cette émulation du groupe. Il y a 30 ans, cet exercice avait déjà été organisé. On le voit sur ces images d'archives. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, des progrès ont certes été enregistrés, mais insuffisants. Ces femmes ont devant elles 2 jours pour tenter de rendre possible ces nouvelles évidences. Les propos du nouveau président de l'UDC du Valais-Roman continuent de faire des vagues. Dans une interview au Nouvelliste, Donald Moss défend des points de vue complotistes qu'il a partagés ces derniers mois sur les réseaux sociaux. Il estime notamment que les dernières élections américaines ont été truquées ou que le Covid-19 a été élaboré en laboratoire. Claudine Gaillard-Torrent, bonjour. Les réactions politiques sont vives ce matin en Valais. L'affaire fait du bruit ? Oui, et les réactions de tous les autres partis politiques sont unanimes. Choquant, scandaleux, effarant, délirant même. Voilà en quelques mots la réaction de tous les partis à gauche comme à droite suite à ces thèses complotistes de Donald Moss. Politiquement, toutes les réactions sont unanimes aussi. L'UDC va devoir régler ça à l'interne. Pour le président du PLR, valaisan, les instances dirigeantes de l'UDC du Valais-Roman ne pouvaient ignorer les propos que Donald Moss publiait régulièrement sur les réseaux sociaux. En le nommant à la tête de leur parti, il prenait donc un très gros risque. Pour le PS, le silence de ces mêmes instances de parti en dit long sur le malaise ressenti. Est-ce que Donald Moss et ses thèses complotistes représentent l'ensemble des membres du parti de l'UDC du Valais-Roman? La question est posée et du côté du PDC, on attend des réponses de la part de l'UDC et on se demande même, je cite, si l'impact politique en Valais d'une telle vision de la société a une explication. Le PDC réclame donc une réaction et des explications à l'UDC. Est-ce qu'on sait ce midi si l'UDC du Valais-Roman va prendre des mesures contre son président ?
Contacté ce matin, le comité directeur n'a pas souhaité commenter avant de se réunir. Une réunion qui se tient, selon nos sources, en ce moment même. Hier, un représentant local de l'UDC a publié un post dans lequel il demandait la démission de Donald Moos, un post qui a été retiré depuis. L'UDC suisse, elle, prend ses distances et ne cautionne pas les propos, selon Céline Amodru. Enfin, seul Oscar Freisinger affichait ce matin dans le Temps son plein soutien au nouvel élu UDC. On en saura certainement plus dans l'après-midi sur les suites politiques que l'UDC du Valais-Roman souhaite donner à cette affaire. Claudine Gaillard-Torrent en direct de Sion, merci. Et nous restons en Valais, dans le haut du canton. La construction de l'autoroute A9 franchit une nouvelle étape. La tranchée couverte de Rarogne, on le voit sur ces images tournées ce matin, avance. Le tube nord du tunnel de Viège sera mis en service l'été prochain et le contournement complet de la ville devrait être achevé entre 2024 et 2025. Le groupe Facebook change de nom. Il s'appelle désormais Meta. Le patron Mark Zuckerberg ne cache plus ses ambitions de créer un méta-univers, une tentative aussi de redorer l'image du groupe. Que signifie ce changement? Élément de réponse avec Charlotte Onfroy-Barrier. Les applications Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger ne vont pas changer de nom, mais leur maison mère s'appelle désormais Meta. Au-delà en grec, pour incarner le nouveau projet de Mark Zuckerberg, créer un monde parallèle entièrement virtuel dans lequel nous pourrions travailler, aller au cinéma ou encore assister à un concert sans sortir de chez nous. Nous avons rapproché les jambes et maintenant nous avons une nouvelle étoile polaire pour nous aider à donner vie au métavers. Et nous avons un nouveau nom qui reflète ce que nous faisons et le futur que nous voulons construire. Cette annonce intervient dans un contexte difficile pour le géant américain, secoué par les révélations de Frances Haugen, ancienne ingénieure du groupe, devenue lanceuse d'alerte. Ce type de classement basé sur l'engagement donne la priorité aux contenus polarisants et clivants. Peu importe que vous soyez de gauche ou de droite, il vous pousse vers les extrêmes et attise la haine. En changeant de nom, Mark Zuckerberg réussira-t-il à détourner l'attention et à entraîner dans son projet les 2 milliards de personnes qui se connectent chaque jour sur la plateforme Facebook? Selon cet expert, il en faudra davantage. Lorsque vous décidez de changer le nom d'une entreprise pour changer sa perception, les gens ont des attentes. Ils s'attendent à ce que vous fassiez vraiment quelque chose pour gérer la crise. Ils s'attendent à de nouveaux projets, de nouveaux leaders, une nouvelle culture, à un changement significatif. Et bien sûr, là, il n'y a pas de changement significatif. Plusieurs employés chargés de superviser et de penser la modération de Facebook ont récemment quitté l'entreprise avant d'en révéler publiquement les failles. Le président américain est arrivé ce matin à Rome, en Italie. Il rencontre en ce moment le pape dans la cité du Vatican. Il s'agit de la première étape d'une tournée européenne. Joe Biden participera au sommet du G20 ce week-end, toujours à Rome, en Italie. Il se rendra dimanche à Glasgow, en Écosse, pour le début de la conférence des Nations Unies pour le climat. La COP26 va d'ailleurs occuper une bonne partie de la planète ces 2 prochaines semaines. Les États-Unis, donc, et des représentants de près de 200 pays, dont la Suisse, vont tenter de négocier des accords pour limiter les effets du réchauffement climatique. Le dispositif et les enjeux sont énormes. Christophe Schegg, bonjour. Bonjour. La RTS, évidemment, sera de la partie pour cette conférence que certains nomment de la dernière chance. Oui, disons que c'est la conférence qui est un peu l'heure de vérité. Il y a 6 ans à Paris, lors de la COP21, les États s'étaient engagés à revenir avec des objectifs plus ambitieux. Or, aujourd'hui, on se rend compte, on doit se l'avouer, on est loin de ces objectifs, notamment sur la question de l'objectif affiché de moins 2 degrés. Alors, pendant cette COP, tous les regards seront tournés vers les grandes puissances, les États-Unis, la Chine, bien sûr, mais également l'Inde ou le Japon. Enfin, dans ce monde où l'Union européenne fait un peu figure de leader volontariste, ce que l'une de ces grandes puissances pourrait annoncer pourrait influencer les autres. Alors, on n'est pas à l'abri que la COP, finalement, soit un moment, une sorte de partie de poker menteur où tout le monde s'observe et que les grandes déclarations arrivent un peu après cette COP. Mais c'est vous dire que les médias du monde entier seront présents à Glasgow et scruteront tout cela. Et parmi eux, nos consoeurs et confrères des médias francophones publics dont nous vous proposons aujourd'hui de découvrir 2 reportages réalisés en amont de cette COP26. Le premier, c'est un reportage de France Télévisions qui s'attarde sur la question du réchauffement climatique et de ses conséquences pour une ville comme Dijon. C'est un décor
qui pourrait ressembler à la Provence. Sur cette parcelle d'1 hectare, au nord de Dijon, cet exploitant céréalier expérimente depuis peu une nouvelle culture. Du parfum élaboré avec de la lavande bourguignonne, une idée dans l'air du temps. On s'aperçoit quand même que les printemps et les étés sont de plus en plus chauds et secs parfois, donc on espère pouvoir avoir une expérience positive en complément de nos autres productions sur l'exploitation et développer éventuellement un marché à partir de la lavande et surtout du lavandin. Aujourd'hui, Dijon a le même climat qu'il y avait à Lyon il y a une trentaine d'années. Dans 100 ans, il sera probablement similaire à celui des villes de Grèce ou de Toscane aujourd'hui. Autre défi pour le monde agricole, la gestion de l'eau. Dans 50 ans, le niveau des rivières pourrait baisser de 40%. Une problématique que cet agriculteur de Quetigny a anticipée il y a maintenant 15 ans. De ce côté-là, donc on repart avec des tuyaux aériens jusqu'à l'arroseur, l'enrouleur, qui sera donc déroulé dans la parcelle à irriguer. Des sorties d'eau reliées à ce bassin de stockage situé à quelques centaines de mètres de ces parcelles. 2 autres bassins de ce type sont opérationnels en Côte d'Or. Dans quelques années, un projet à grande échelle pourrait voir le jour. Un point de stockage d'eau pluviale relié à des exploitations ou des jardins familiaux. L'intérêt de ce projet est de stocker l'eau lorsqu'elle est disponible et de limiter l'impact sur le milieu. Des phénomènes extrêmes qui ont décidé cet éleveur du Morvan à agir. Profitant de la pente de son terrain, Étienne a construit une réserve d'abreuvement pour son cheptel. L'eau pluviale collectée cet hiver devrait lui éviter les mauvaises surprises de ces dernières années. Les rivières se tarissaient sur l'exploitation. J'espère abreuver mes bêtes l'été en période de sécheresse, quoi. Surtout la période, on va dire, de juillet jusqu'à, ça va maintenant des fois jusqu'à début novembre, quoi, où il y a un manque d'eau considérable. S'adapter aux périodes de sécheresse, diversifier les cultures et réduire les gaz à effet de serre font partie des principaux défis à relever. Face au changement climatique, la transition environnementale du secteur agricole est déjà en marche dans la région. Comme elle a toujours su le faire, l'agriculture devra une nouvelle fois faire preuve de résilience. Adapter les politiques au changement climatique, limiter ses effets. Nous verrons des exemples en Suisse aussi ces prochaines semaines, Christophe Schenk. Oui, Loïs, parce qu'en plus de la couverture de la conférence à proprement parler, qui sera assurée sur place par notre envoyé spécial Pascal Jeanneret à Glasgow, nous allons vous proposer une série de reportages consacrés à ces changements climatiques et à l'adaptation qu'ils amènent en Suisse. Les crues des rivières, les éboulements en montagne, les forêts qui disparaissent ou encore les îlots de chaleur dans les villes. Ce sont autant de défis pour lesquels on doit trouver des solutions et les reportages réalisés par nos journalistes dans nos bureaux régionaux le présenteront. À côté de ça, nous proposerons également une série sur la manière de changer notre consommation énergétique pour changer aussi notre impact sur la nature et donc le climat. Ce sera une série Objectif Zéro Carbone qui présentera des innovations technologiques et énergétiques à travers le monde, mais également en Suisse avec notamment l'exemple de l'énergie solaire. En Belgique, du côté de la mer du Nord, là-bas, on a misé sur le vent, c'est l'énergie éolienne. Elle est au centre du second reportage que nous vous présentons aujourd'hui, qui est réalisé par nos confrères de la RTBF. Pour bien voir les éoliennes belges, il faut prendre un petit peu de hauteur. Nous sommes au large d'Ostende, beaucoup de vent aujourd'hui. Ce parc vient d'être inauguré, 58 nouvelles éoliennes et leur potentiel est énorme. La mer du Nord a l'avantage d'être un espace où on ennuie, si vous voulez, pas les riverains en termes de pollution éolienne ou pollution visuelle simplement. Et ça nous permet d'installer de très grandes capacités par rapport à la taille du territoire qui est relativement petite. Donc la Belgique, en fait, a peu de ressources naturelles, mais elle a une ressource qui est le vent. Et donc ici, un potentiel en mer du Nord qui est très important, qu'on peut encore continuer à exploiter. En tout, il y a 400 éoliennes aujourd'hui en face des côtes belges. Elles produisent de l'énergie pour plus de 2 millions de foyers. Et c'est ici qu'on en contrôle une partie, à quelques mètres de la plage, où l'on surveille la production d'électricité en temps réel. Vous voyez qu'il souffle très fort, presque à 16 mètres par seconde. Tous les sons éoliens sont opérationnels et même à pleine charge. Ça veut dire qu'ils tournent à leur capacité entière de 8,4 MW. Le potentiel est en fait gigantesque parce que le gouvernement veut tripler la capacité. Donc ça veut dire que le potentiel offshore, le potentiel en mer, peut servir de l'électricité verte à 30% de l'électricité, de la consommation d'électricité totale en Belgique.
30% de l'énergie consommée en Belgique, produite en mer du Nord d'ici 8 ans. C'est ça l'ambition du gouvernement. C'est 3 fois plus que la production d'aujourd'hui. Alors pour y arriver, il faudra construire un gigantesque nouveau parc éolien nécessaire pour atteindre nos objectifs climatiques. Le vent dans notre stratégie est crucial. Et donc la mer du Nord a la capacité de devenir la plus grande centrale durable pour la Belgique, mais aussi pour l'Europe dans son entièreté. Aujourd'hui, la Belgique est le 5e plus gros producteur d'énergie éolienne en mer au monde, pionnière dans le domaine et compte bien le rester et valoriser au maximum ses précieuses bourrasques de vent. Voilà pour cette page sur la COP26 que nous vous proposions dans ce journal. Rendez-vous dimanche dans le 19h30. Nous serons notamment en direct de Glasgow en Écosse avec notre envoyé spécial Pascal Jeanneret. Dans le reste de l'actualité, cette enquête sur l'importation de chiots en Suisse. L'an dernier, ils étaient 30 000 à entrer dans le pays pour trouver un nouveau foyer. Une enquête de la télévision alémanique montre que leurs documents sont parfois falsifiés. Karine Bohr, Séverine Ambrus. À la frontière entre le canton de Saint-Gall et l'Autriche, un convoi de chiens de l'entreprise slovaque Elite Dog est contrôlé. Depuis le début de l'année, le vétérinaire cantonal saint-gallois a déjà saisi 5 chiens livrés par cette entreprise. Le problème, c'est que certains des documents d'identité de ces animaux ont été falsifiés. Ils ont manipulé jusqu'à leur date de naissance. Ça ne va pas. Ce chien, par exemple, n'est pas vacciné contre la rage. Il a été placé en quarantaine. D'autres chiens livrés par la même entreprise ont été confiés à la clinique vétérinaire de Zurich. Sur les 500 livraisons contrôlées, environ 70% présentaient des irrégularités. Au téléphone, l'entreprise réfute tout manquement. Mais aujourd'hui, la Confédération a décidé d'intervenir. Nous avons porté plainte auprès du ministère public saint-gallois parce que cette entreprise a principalement livré la Suisse à travers la frontière saint-galloise. Peut-on arrêter les personnes responsables en Slovaquie sur la base d'une plainte en Suisse? Non. Se pose aussi la question de savoir pourquoi la Suisse ne collabore pas sur ce dossier avec les autorités slovaques. Si toutes ces irrégularités sont confirmées, ce serait alors justifié de fermer cette entreprise. Mais j'ai besoin que la Suisse me donne ces informations. Pour des raisons de protection des données, nous ne sommes pas autorisés à rapporter ces cas à la Slovaquie. La protection des données prime sur le bien-être animal. Oui, je souhaiterais moi-même que la législation soit mieux adaptée. Pour l'heure, la Suisse demeure impuissante face à un marchand de chiens peu scrupuleux s'il est basé à l'étranger. Et nous terminons ce journal avec du sport et l'équipe féminine nationale de football. Elle n'a pas vraiment été gâtée par le tirage au sort du prochain Euro. La compétition démarre en juillet prochain en Angleterre. Les Suissesses affronteront les Pays-Bas, ce sont les tenantes du titre. Les Suédoises, ce sont les finalistes des derniers Jeux Olympiques. Et enfin, les Russes. Et en hockey sur glace, le derby roman entre Genève Servette et Lausanne a été remporté par les Vaudois, 3-2 hier soir. Scénario catastrophe pour les Genevois. Mathieu Germanier. Ils étaient 6276 supporters hier soir dans une patinoire des Vernets bien garnie. Des supporters genevois qui vont déchanter à 2 minutes de la fin du match. Genève est pourtant en supériorité numérique à 5 contre 4, mais se fait surprendre par les Lausannois. Superbe solo de Sekac qui inscrit le 3-2, but décisif. Le LHC s'impose dans une soirée à rebondissement. C'était un match très serré. Je pense qu'on avait le meilleur départ en premier tiers, on a très bien joué, mais après les 40 dernières minutes, ils sont revenus forts. Ils sont revenus à 2-2 à la fin, on peut marquer en piqué. Je pense que ça nous donne beaucoup de confiance pour la suite, mais c'était vraiment chaud aujourd'hui. Chaud, car Genève, qui était menée 2-0, est parvenue à réagir 2-1, puis 2 partout ici en début de 3e période. Mais Servette va ensuite buter sur un gardien du LHC, Tobias Stéphane, des grands soirs, manque plusieurs grosses opportunités et se fait punir à 2 minutes de la sirène finale. Frustrant. Ouais, c'est clair qu'on est frustré. Après, c'est toujours la même histoire. On a beaucoup d'occasions, on joue bien pendant 2 tiers ce soir. Pour gagner un match, il faut jouer bien pendant 3 tiers. Et voilà, c'est beau d'avoir l'occasion, c'est beau de bien jouer, mais voilà, on n'a pas de points, quoi. Conséquence au classement, Genève Servette reste coaché à une inquiétante avant-dernière place. Le LHC, grâce à ce succès, est le 8e.
C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. Ce soir, Couleur locale sera au Rocher de Nez, dans le canton de Vaud. C'est à 19h. Ensuite, vous retrouverez Fanny de Surcher pour la suite de l'actualité à 19h30. La semaine prochaine, Claire Burgui reprendra son poste au 12h45. Tout de suite, la météo de Stéphane Thiebaud. Bel après-midi et à bientôt. Suivez l'information en continu sur RTS Info.